Docteur Faustin Darito, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment se porte la Terre? Oui, la Terre elle va plus ou moins très bien. Voilà. Oui. Cette journée de la Terre, cette journée nourricière de la Terre, qui parle de notre pouvoir, notre planète. Pourquoi ce thème de cette année, pouvoir et puis planète? Disons que, comme vous le savez, l'économie moderne est basée sur la consommation de l'énergie. D'accord. Et cette consommation, les experts ont constaté que ça a créé quelques dommages à l'environnement. Donc la Terre, c'est pourquoi des initiatives ont été prises. Déjà, pour parler de l'historique de cette journée nourricière du 22 avril, oui. Il y a un sénateur américain, Gaylord Nelson, déjà oui. En 2009, oui. Qui a commencé à prendre l'initiative, bien sûr, avec d'autres organisations. Et 193 pays au plan international ont déjà adopté ce sujet parce qu'ils oui. Considèrent la Terre comme un patrimoine à sauvegarder. D'accord. Donc, en 2009 que les Nations Unies ont pris la résolution oui. Pour généraliser et confirmer que ce 22 avril, c'est vraiment une journée à consacrer à la Terre pour la sauvegarder en termes de réduction il faut aller vers les objectifs de décarbonation. Oui. Il faut aller vers une économie qui ne dégrade pas l'environnement, oui. Qui ne réchauffe pas davantage la Terre, parce que si on laisse courir ce risque, la vie même serait en péril. Et ce que nous n'allons pas accepter. Oui, ce que nous n'allons pas accepter. Donc, je disais plutôt, le sénateur américain avait pris l'initiative dans les années 1970. Et c'est en 2009 que les Nations Unies ont pris la résolution qui a mondialisé cette démarche. Oui. Docteur Darito, une fois encore, bienvenue sur ce plateau. Merci. Quand on parle de la terre nourricière, quand on parle de l'énergie, c'est vrai, le commerce international, pour que l'homme vive, il faut de l'énergie. Et pendant des centaines d'années, on s'est focalisé sur le pétrole, le gasoil, oui. Qui génèrent des gaz à effet de serre et qui détruisent l'environnement. Aujourd'hui, on part beaucoup plus sur l'énergie solaire, pour ne pas dire les énergies renouvelables. Des véhicules électriques font leur entrée, mais est-ce que vous pensez que c'est véritablement la solution? Puisque la question qui se pose, que deviennent les batteries qui soutiennent les véhicules électriques? Voilà, je crois que le décor est bien planté. Oui. Et tout à fait, déjà dans les années 70, les Nations Unies elles-mêmes ont déjà décrété les énergies renouvelables comme les énergies du développement. Parce qu'ils ont déjà mesuré l'ampleur des dégâts causés par les énergies fossiles, comme vous avez évoqué. Parce qu'il y a le réchauffement, il y a déjection de carbone. Donc, tout cela a impacté les politiques des États qui ont mis des ressources à la disposition de la recherche pour pousser ces solutions dans l'énergie solaire dont vous parlez. Il n'y a pas que le solaire, il y a l'énergie, quand on dit solaire, ça englobe le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, l'énergie éolienne. Oui. Il y a aussi notre hydroélectricité, la vieille qu'on améliore. Et puis aujourd'hui, nous parlons aussi de l'hydrogène vert, c'est-à-dire à partir de l'eau, on décompose l'eau en hydrogène et eau, et puis avec cet hydrogène, on peut produire de l'énergie, on peut faire la carburation des transports. Oui. Et voilà, donc, comme vous l'avez dit, le développement technologique a fait qu'aujourd'hui, nous avons commencé à avoir des véhicules électriques, dont la technologie est de plus en plus fiabilisée. Les batteries lithium, ça fonctionne très bien puisqu'on les utilise dans les installations solaires. Tout à fait. Donc, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Oui. Vous voyez, il y a de l'espoir parce que quand même, il y a beaucoup de pays qui travaillent dans cette dynamique. Bon, les États-Unis sont un peu rattrapés par la Chine. Donc, il y a de la rivalité parmi les grands, mais c'est de bonne guerre puisque ça va dans l'intérêt de l'humanité. Voilà. Mais pour rebondir sur ce que Alain disait tout à l'heure, les batteries qui sont utilisées, est-ce qu'on peut en arriver à des batteries renouvelables pour que ça ne puisse pas dégrader la terre, cette terre nourricière? Tout à fait. Disons au niveau des batteries, il y a quand même déjà des solutions technologiques de récupération
pour les recycler. Donc c'est une affaire de projet, est-ce que vous voyez? Oui. J'imagine que comme notre pays va dans la dynamique de développement industriel, Oui. on aura bientôt peut-être sur la zone de Glo-Djigbe un acteur qui va faire ce secteur. Sinon aujourd'hui, les batteries que nous utilisons sont plutôt achetées et puis certains l'importent vers l'Inde par exemple pour les recycler. Et donc technologiquement, la solution est déjà trouvée. Maintenant, lorsqu'on prend les batteries de nouvelle génération, le risque n'est plus majeur. Quand on prend les batteries lithium, c'est beaucoup plus de manipulations chimiques que les gens arrivent à manipuler, transformer et remettre en ordre de façon très technique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque en la matière. Voilà, il n'y a pas de risque en la matière. Ça, c'est, je dirais, de manière générale. Tout à fait. Maintenant, si on ramène pour l'Afrique, vous avez sorti un ouvrage qui parle surtout de l'Afrique de l'Ouest, surtout de la zone CEDEAO. Tout à fait. L'ouvrage est intitulé « Droit des peuples à l'énergie, devoir des nations ». Voilà cet ouvrage paru aux éditions Venus d'Ébène. Pour en revenir à l'Afrique, comment on peut résoudre ce problème de l'énergie pour l'Afrique? Une Afrique qui a déjà de l'énergie en quantité, je dirais, industrielle. Dans votre ouvrage, pour revenir toujours à l'ouvrage, à la page 140, si vous pouvez nous retrouver à cette page, vous avez dit quelque chose à cette page 140. Vous avez parlé de l'Afrique, de tout ce qui peut sembler être la richesse de l'Afrique. Tout à fait, les potentialités énergétiques du continent africain. Oui. Voilà, donc nous avons un continent qui est doté naturellement de bonnes ressources naturelles. Oui. Il y a les énergies non renouvelables, telles que le pétrole, le gaz, on en a assez. Le Nigeria à côté. Vous avez le Sénégal, la Mauritanie, et il y a d'autres pays. Nous avons beaucoup de ressources. Et nous avons, même dans le Sahel, il y a beaucoup de ressources. Et vous voyez, on a trouvé du pétrole au Niger, il y a du gaz au Mali. Oui. Et nous avons, au plan énergie renouvelable, nous avons beaucoup de gisements. L'Afrique est gâtée. J'appelle même un scandale géo-énergétique parce que le gisement solaire en Afrique est tellement puissant qu'on peut l'utiliser pour même ne pas besoin de pétrole. Mais c'est une affaire de technologie, c'est une affaire de développement. Vous voyez, donc, j'ai parlé aussi des minéraux critiques, les cobalt, d'autres matériaux que les gens importent pour aller faire des choses qu'on vient nous revendre. Les téléphones, et même quand aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, tout ça, il y a des matériaux critiques qu'on utilise dans toutes ces technologies. Donc, nous sommes naturellement bien dotés. Oui. Maintenant, il reste la transformation. Il faut transformer et c'est là où il y a là justement le problème. Qu'est-ce qui, à votre avis, docteur Daito, empêche les dirigeants africains, puisqu'après tout, c'est une question de volonté et de décision politique, qu'est-ce qui les empêche d'exploiter véritablement ces ressources en énergie pour leur population? Je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus techniques. Il faut structurer les financements pour avoir les capacités financières. Mais avant cela, je vais sur le plan des ressources humaines. Oui. C'est une affaire de technologie, il faut former les gens. Mais généralement, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de Béninois, d'Africains formés, ils sont pleins. Mais ils sont dans les laboratoires des pays développés. Parce que, parce que les structures que nous avons mises en place ne permettent pas de les capter. Nous avons un besoin de mettre plus d'argent dans la recherche scientifique et technologique. C'est surtout ça. Vous voyez, quand on prend le nombre de brevets que les pays développent, les pays développés chaque année, l'Afrique est très en retard. Parce qu'on ne privilégie pas la recherche scientifique et technologique. Ça, il faut que les États améliorent ce plan. Je crois que c'est sur ce plan que moi, je leur ai fait une observation, d'augmenter les budgets de recherche scientifique et technologique. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui mettent plus de ressources, c'est eux qui émergent. Quand vous prenez la Chine, par exemple, eux, ils ont même dépassé les Américains. Ils sont à 7% du PIB de leur budget pour financer la recherche. Vous voyez, ils ont la Chine a beaucoup de brevets, au moins 3 fois le niveau que les États-Unis même déposent chaque année. Parce que les autres sont autour de 2% aux États-Unis ou en Europe, mais eux, ils sont à 7% de leur budget parce qu'ils savent que c'est ça qui est libérateur. Et surtout,
la recherche basée sur les technologies de l'énergie, c'est ça qui fonde aussi la capacité stratégique des États. Vous voyez ce qui se passe dans les pays que vous imaginez, c'est la guerre de l'énergie, basée sur la puissance technologique. Oui, actuellement la guerre qui... Oui, c'est la guerre de l'énergie, parce que la guerre pour dominer les ressources énergétiques, pour avoir la puissance économique, mais pour avoir cette capacité de guerrière, il faut développer la technologie, et c'est la technologie de l'énergie. Vous voyez, donc nous devons, si on doit faire un effort d'accélération, il faut mettre plus de moyens pour la recherche scientifique technologique, organiser un cadre où nos compatriotes qui sont formés dans ces pays, lorsqu'ils reviennent au pays, se sentent en sécurité pour rester. Parce qu'il y a ça. Parce que quand vous faites ces pays, le Canada, les États-Unis, vous revenez ici, il faut vraiment avoir la chance d'avoir des gens pour vous mettre un peu en confiance. Sinon, généralement, les gens, ils paniquent et puis ils s'en vont. Oui, nous avons beaucoup de capacités. Votre exemple, quand vous avez fini moi j'ai la chance quand même que le gouvernement de mon pays, à l'époque, ils m'ont mis à l'épreuve. Donc, on était dans une situation où les télécommunications ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui où toutes les voies sont asphaltées. C'est la terre de bas partout. Ils avaient des problèmes pour convoyer le gasoil. Les pièces de rechange étaient difficiles et puis les gens volaient tout. C'est ce que les gens disaient. Donc, ils ont demandé qu'on fasse un essai pour alimenter les centraux téléphoniques, surtout dans la région septentrionale du pays. Et c'est ce que nous avons commencé à essayer sous le ministre Houdou Ali à l'époque. Il était ministre de la communication du général Mathieu Kérékou. On a fait quelques essais et qui ont allumé la confiance des bailleurs qui ont financé le Bénin. Et nous avons accéléré cette dynamique qui a fini par englober aussi le secteur hydraulique villageoise. Et puis après, les gouvernements successifs se sont mis dedans. Le Bénin a adopté une politique énergie renouvelable. Quand même, nous sommes sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui, le Bénin est en train de monter dans sa capacité de puissance en matière de production d'énergie électrique, y compris le renouvelable. Est-ce que vous voyez? Nous sommes dans la transition énergétique des nations. Le Bénin aussi prend sa stratégie. Nous sommes aujourd'hui environ à 10% du mix énergétique. Donc on prévoit dans la planification être à 30% d'ici 2030. Je pense que nous avons pris des politiques par exemple le PONADER, le Projet national de développement des énergies renouvelables, que le Bénin a pris, avec des moyens qui sont à l'appui. Il y a même un fonds dédié qui permet de faire de la subvention. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Le Bénin a pris une nouvelle... nous avons revu le code de l'électricité. Avant, c'était un code de monopole de la SBE. Maintenant, c'est un code qui encourage les investisseurs nationaux ou internationaux à investir dans le secteur. Vous voyez, donc il y a comme une sorte de libéralisation. On a libéralisé avec des dispositifs d'accompagnement. Il faut dire ça. Parce qu'il y a la loi des finances. Aujourd'hui, dans les 10 dernières années, ça a été clair. On désarme au niveau fiscal et douanier pour que les gens puissent installer à moindre coût aux populations. Est-ce que vous voyez? Donc surtout, l'accent est mis sur les hors réseau, c'est-à-dire les zones où la SDE n'est pas encore. Et puis, ces dernières années, vous avez entendu parler du MCA Bénin 2. Donc tout l'investissement, près de 400 millions de dollars, ça a été englouti dans ce secteur, d'où notre capacité est en train de monter, mais ce n'est pas encore suffisant. Justement, j'allais vous poser la question. Docteur Daito, le Bénin a installé des centrales avec des systèmes photovoltaïques, mais qu'est-ce qui empêche le pays d'encourager la production de ces matériaux sur place au lieu d'en importer? Le public en importe, le privé en importe. Finalement, est-ce que cette manière de produire de l'énergie nous est avantageuse? Tout à fait, vous avez touché un bon point. Vous savez, les projets industriels, c'est surtout le secteur privé qui prend l'initiative. Oui. Vous voyez? Donc, si le secteur privé, surtout national, ne prend pas l'initiative, parce que les gouvernants, eux, ils facilitent le cadre. Aujourd'hui, on a créé la GDIZ. Et ça ne nous empêche pas, nous, les opérateurs du secteur, surtout que nous avons une association professionnelle où on peut faire un consortium et y aller. Je vous remercie, parce que c'est un défi que vous voulez lancer comme ça. Parce que sur certains points, on ne peut pas attaquer le gouvernement. C'est la vigilance des opérateurs privés. C'est à nous de prendre ces initiatives. Mais il y a aussi des blocages au niveau administratif qu'il faut lever. Est-ce que vous voyez? Parce que des fois, vous prenez les risques
et ça se retourne contre vous. Quand vous faites une, deux fois, vous devenez prudent. Parce que moi, je suis quand même un peu... ça fait un peu d'années que je suis dans ce secteur. On peut affirmer sans fausse modestie que vous êtes une mastodonte. Ça fait une quarantaine parce que vous d'années. voyez, quand j'ai démarré il y a 40 ans, j'ai commencé à fabriquer des chauffe-eau solaires, j'ai fabriqué de l'électronique, tout ça. Mais je n'étais pas en sécurité parce que j'avais à l'époque, je dis à l'époque, j'avais des blocages d'abord au niveau de l'administration fiscale parce que les gens, ils arrivent, ils disent tu ne déclares pas tes clients, tout ça. Bon, on ne se comprenait pas parce que les gens ne connaissaient pas cette technologie. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, vous allez à la donne partout, ils connaissent le solaire, ils nous en croient même, il faut être honnête. Je parle d'il y a 30 ans. À l'époque, ils ne connaissaient pas. Donc, même pour avoir du financement pour organiser un laboratoire, c'était difficile. Vous voyez, donc c'est ça. Je crois que c'est un défi, nous devons y aller parce que l'État est en train de mettre les outils qu'il faut. Donc, nous, les opérateurs du secteur privé national, on doit s'organiser. Et sinon, il y aura problème parce qu'on ne peut pas toujours jeter la pierre à l'État central. On doit se battre pour prendre notre place dans ce concert des nations. C'est très important. Un concert des nations où vous avez dit droit des peuples à l'énergie, devoir des nations. Et devoir des nations, à la page 189, je crois, oui, et il y a une pyramide que vous avez faite, une pyramide par rapport à cette énergie. Comment, à partir de l'énergie, on peut atteindre, je dirais, l'indépendance, la grande indépendance de tous les pays. Tout à fait. Et quand nous avons proposer ce modèle innovant pour démontrer que la puissance des nations est basée sur un certain nombre de souverainetés. Oui. Et la première souveraineté, c'est la souveraineté énergétique. Si un pays n'a pas la maîtrise énergétique, son développement est voué à l'échec. Donc, quand vous regardez tous ces grands pays, c'est des pays dans lesquels l'énergie disponible par trait d'habitants est très élevé. Vous allez voir que les technologies énergétiques sont très puissantes. Oui. Même tout ce qui se passe en termes d'influence géostratégique, géopolitique, tout ça, c'est basé sur l'énergie. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, nous devons prendre conscience de ça. C'est pourquoi on a mis ça, pour qu'on regarde encore ça. C'est pas qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent les gouvernants, la plupart juillet, ils connaissent ça. Mais c'est qu'il faut qu'on mette l'emphase sur ça. Oui. La souveraineté énergétique, par exemple, je compare un paramètre ou un indicateur. La capacité électrique installée par million d'habitants, par exemple, c'est un paramètre que nous on prend pour classer les pays en termes de souveraineté énergétique. Quand on considère ça, les pays de la région Afrique de l'Ouest, on est très en retard. Parce que vous allez, quand on prend les pays d'Afrique de l'Ouest, on est quoi? On n'est même pas à 300 mégawatts installés pour 1 million d'habitants. Mais quand vous allez en Europe, ils sont à 2000 mégawatts. Vous allez aux États-Unis, ils sont à 3000 mégawatts. Vous voyez, c'est un peu les chiffres. Pour 1 million d'habitants. Oui, pas 1 million d'habitants. C'est ça qu'il faut regarder. Par exemple, nous ici, maintenant au Bénin, on tend déjà vers 15 millions d'habitants. Ça veut dire que, normalement, à l'heure où on parle en 2026, on doit être au moins dans les 2000, 3000 mégawatts. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Donc, on doit se réveiller. Et ça, ce n'est pas forcément la faute politique. C'est l'administration, les cadres qui doivent pousser les politiques. Parce que les politiques, ils mettent dans le... Par exemple, regardez le PAG, c'est dedans. L'ambition est là. Oui. On aurait déjà fait 2 centrales thermiques au lieu de 1. Ce n'est pas le gouvernement, mais c'est les cadres dans leur façon de fonctionner. Ça bloque. Quels sont les goulots d'étranglement mis en place ou bien que mettraient en place les cadres dont vous parlez? Oui, moi je pense qu'il faut créer un guichet unique de formalité pour contracter dans le secteur énergie. Parce que tant que l'État ne fera pas ça, on va dépendre des gens. Il y a les aléas psychologiques. Oui. Il y a aussi le manque de maturité, de compréhension des démarches. Il y a aussi parce que c'est de la structuration financière au bout du rouleau. Bon, les gens ne sont pas à ce niveau et ils ne comprennent pas les modèles que les promoteurs apportent. Donc, on tourne en rond. Il y en a même qui ne reçoivent même pas les promoteurs. Vous écrivez, ils ne répondent pas, alors qu'ils sont installés là pour l'État. Ils sont payés, mais ils ne jouent pas le rôle pour lequel l'État les a recrutés. Donc, tout ça, c'est des griefs que nous, on a et qu'à un moment donné, il faut qu'on écrive à l'autorité
pour qu'on mette des cadres qui sont prêts à écouter les investisseurs et rendre compte, pour qu'on choisisse les bons projets et permettre au pays d'avancer. Puisque vous affirmez que pour que les peuples aient de l'énergie à foison et soient à l'aise, c'est une devoir pour les nations. Tout à fait. C'est un devoir, pour les nations. Tout à fait. C'est un devoir pour les dirigeants. C'est ça. C'est leur responsabilité. Et ça, vous voyez, quand vous regardez la pyramide, au bout, on a la souveraineté militaro-spatiale. D'accord. Nous devons aller et très rapidement avoir des satellites dans l'espace. Oui. Pour la maîtrise de notre territoire. Oui. Pour la maîtrise de notre sécurité alimentaire. La maîtrise de la sécurité même au plan physique. Est-ce que vous voyez tout ce qui se passe au nord du pays? Si on est dans l'espace, mais on prévoit tout ça et on sait comment il faut faire. Donc on doit aller dans ça. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Oui. Oh, super. Alors aujourd'hui, 22 avril, c'est la journée mondiale, je le rappelle, de la terre nourricière. On ne pourra pas parler de tout ce qui tourne autour de la terre nourricière. Ouais. Mais s'il faut un dernier mot, un mot de la fin par rapport à cet entretien qui nous permet d'atteindre votre ouvrage, un ouvrage de 280 pages, un ouvrage qui est paru aux éditions Vénus d'Ébène, un ouvrage qui a été préfacé par le ministre de l'Agriculture. Oui. Ah, c'est le ministre de l'Agriculture. Tout à fait. Oui, oui. Qui a préfacé cet ouvrage. Parce qu'il nous a encouragés, parce que le rôle de l'énergie dans le développement de l'agriculture, c'est très puissant aujourd'hui. La sécurité alimentaire, parce que l'agriculture est modernisée. Oui. On n'est plus dans l'agriculture approximative, il faut attendre la plus naturelle. Donc il faut faire des exploitations d'une certaine taille, irriguées, avec certaine prévisibilité, oui, avec un accompagnement technologique qui permet la productivité. Est-ce que vous voyez? Donc, il nous a vraiment encouragés, je le remercie encore. Le ministre Gaston Dosson. Tout à fait. Et puis, je remercie aussi le président Talon, parce qu'on lui a dédicacé un numéro. Et puis, je crois que les échos sont tels qu'il a beaucoup apprécié. Ah, super. Voilà. Et il y a postfacé par le docteur Godon Dosso, qui est actuellement le premier questeur à l'Assemblée nationale. Oui, donc c'est pour vous dire que la problématique, c'est bien perçu par les autorités. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être, le management au niveau de l'administration, il faut revoir ça, avoir un guichet unique. Quoique nous avons une autorité de régulation qui fonctionne bien, eux, quand le dossier va à leur niveau, ils gèrent ça bien, mais il faut que une administration du milieu traite ça correctement pour que ça à leur niveau. Donc c'est à ce niveau qu'il y a les présenteurs que je dis. Il faut agir sur ce maillon. Voilà, il faut agir là pour que parce que nous avons besoin de. Vous voyez, la GDIZ, c'est une référence internationale. Super. C'est une référence. Il y a 10 jours ou 2 semaines, nous sommes allés là avec un fonds d'investissement italien. Il y avait plus de 50 personnes. Les gens étaient sidérés. Sidérés. C'est une référence. Maintenant, moi, ma préoccupation là, à un moment donné, j'étais devenu stressé tout de suite. Et le déploiement qui est en cours, ça demande qu'on mette des capacités. Nous devons mettre des capacités énergétiques qui doivent être en proactivité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les gens s'installent pour avoir de déficit en énergie. On doit mettre des capacités de réserve. Surtout, vous voyez, notre nouveau président élu, le président Wadaï, voilà, il a sa stratégie, il parle de 6 zones stratégiques. Oui, 6 zones stratégiques. Et ça veut dire que chaque zone aussi aura un pôle industriel. C'est ce que nous avons compris. Oui. Et chaque pôle, il nous faut mettre au moins 2000 mégawatts. C'est-à-dire qu'il faut que les ambitions soient fortes. Parce que les cadres que je déploie, ils ont des petites ambitions. Parce qu'on parle de 100 mégas, 200 mégas. Non, on n'est plus dans ça. Surtout que nous avons le marché régional de l'électricité, la CEDEAO, qui fait que même si on produit en surplus, on peut injecter dans ce réseau et vendre aux autres pays. Oui. Donc, on n'a pas c'est une affaire de structuration. On ne devrait pas avoir de limite en fait. Non, il faut produire. Le pays le permet. Du sud au nord, il y a les potentialités au nord, par exemple, à partir de la région d'Assa jusqu'à Kandi, Malanville. On peut mettre des centrales solaires photovoltaïques comme thermiques. Il y a des microclimats où on peut mettre des éoliennes. On peut faire l'hydrogène vert sur la côte maritime. Parce que moi, j'ai fait encore un travail sur ça. On fait l'hydrogène vert sur la côte maritime. Il y a beaucoup de possibilités. On peut, au niveau de l'agriculture, la transformation de la biomasse en gaz pour faire la cuisson, pour les transformations agro-industrielles. On peut faire des chauffe-eau solaires
pour les ménages, on peut faire des séchoirs agricoles pour sécher les denrées agricoles que les gens exposent sur l'asphalte. Ouais, il y a beaucoup de possibilités, d'où la nécessité de mettre des ressources à disposition pour que la recherche appliquée et scientifique soit vraiment plus consolidée. Eh oui. On n'a pas envie de laisser le docteur Faustin Darrito partir avec toutes ces idées-là, de très bonnes idées. Merci, docteur. Merci on beaucoup. aura certainement l'occasion de vous revoir pour approfondir ces idées.